Bonjour tout le monde. Coucou Anta, ça va? Oui, ça va Léa? Ah bah c'est super ce thème-là, c'est formidable. Ah ben tant mieux. Ouais, bah si, en plus c'est vraiment d'actualité avec le Global Partnership for Education. Mm. Super. On va attendre encore 2, 3 petites minutes avant de démarrer. Ok. Si vous voulez, pour les personnes qui sont parmi nous, vous pouvez vous présenter dans la chat box en écrivant votre nom, prénom et organisation. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Coucou Benjamin, ça va? Ça va, ouais. Ça va. Impeccable. Bon, je vous propose qu'on démarre. Donc, je vais juste rapidement vous présenter le programme de la réunion d'aujourd'hui. Et donc, ce champion de l'éducation, il est dédié à la thématique éducation et numérique. C'est le troisième de l'année 2022. On va débuter donc par une introduction de Philippe, qui est de la division DPA OSC de l'Agence française de développement. Ensuite, on aura 3 études de cas par les organisations Un enfant par la main, Bibliothèques sans frontières et Partage. Ensuite, on vous présentera rapidement la fiche éducation et numérique qui a été développée par la coalition éducation. On ouvrira ensuite la réunion aux discussions, questions, échanges. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les formuler tout au long de la réunion dans la chat box et on pourra y répondre ensuite. Et enfin, on aura une conclusion de la division numérique de l'Agence française de développement. Et donc, je vais de ce pas laisser la parole à Philippe. Merci Léa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc je me présente Philippe Cabin, je travaille à la division OSC à l'Agence française de développement, donc interlocuteur de partenaires de la société civile et depuis quelques semaines maintenant en charge des projets éducation. Donc c'est mon premier webinaire champion d'éducation. Donc je suis très heureux de commencer, notamment sur ce thème qui est qui est vraiment au croisement de 2 enjeux majeurs pour l'AFD et pour le développement général, l'éducation et le numérique. On sait que le numérique, c'est un outil absolument formidable pour transmettre des connaissances, pour construire des outils pédagogiques performants, pour accompagner les élèves, les enseignants, les parents à progresser. Il faut dire aussi que on a assisté depuis 2 ans à une crise sanitaire qui a d'une certaine manière eu comme effet disons, de décupler et d'accélérer le développement de ces outils numériques, en particulier dans l'éducation, où le numérique a permis
dans nombre de circonstances d'assurer une continuité dans le lien entre les élèves et l'institution et leur école et leur père. Donc, on a pu là mesurer le potentiel de ces outils, puis on a pu aussi en toucher les limites, hein, c'est-à-dire que c'est aussi des outils qui, je pense qu'on va y revenir dans la discussion, mais qui ont aussi un potentiel d'aggravation des inégalités, de diffusion aussi de croyances ou de fausses informations. Donc, c'est un outil aussi qui a ses limites et ses effets pervers. Donc, autour de cet enjeu, l'AFD, mais aussi ses partenaires de la société civile, proposent depuis déjà plusieurs années des projets et des initiatives innovantes pour accroître et développer le rôle du numérique dans le champ de l'éducation. Et donc, ce qui est intéressant dans ce webinaire, c'est qu'on va avoir 3 illustrations avec des OSC qu'on connaît bien, hein, Un enfant par la main, Bibliothèque sans frontières et partage, donc sur des projets à la fois différents dans leur approche, différents dans leur géographie, et qui en tout cas illustrent bien, je dirais, la diversité et la richesse des initiatives de la société civile dans ce champ de l'éducation numérique qui est assez foisonnant. Donc, merci à nos 3 partenaires de ce temps d'échange et de ce partage. Et puis, on aura aussi donc en conclusion nos collègues de la division numérique, donc la direction des opérations de l'AFD, le département numérique, qui nous parleront un peu de la vision et de la stratégie de l'AFD en tant que structure sur ces enjeux d'éducation numérique, avec l'intervention de notre collègue donc Jean Milra, qui est le responsable de cette division, que je remercie par avance. Je ne sais pas s'il est déjà connecté ou pas, mais on aura l'occasion d'en parler. Voilà, merci beaucoup. Et puis, merci Léa, je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va laisser la parole à Chloé Bataille, qui est chargée des programmes pour l'organisation Un enfant par la main, et à leur partenaire Moussa Diallo, qui est chargé des programmes éducation pour l'organisation Child Fund Sénégal. Ok, est-ce que tout le monde voit bien? Ok, super. Donc, pour rappel, effectivement, je m'appelle Chloé, je suis chargée de programme pour Un enfant par la main. Et aujourd'hui, je vais intervenir aussi avec Moussa, qui est notre partenaire auprès de Child Fund Sénégal, avec qui on a travaillé sur le projet. On va vous présenter notre projet qui s'appelle d'appui à l'initiative Apprendre à la maison, qui a été réalisé au Sénégal pendant la pandémie. Pour refaire un petit brief sur l'association, donc Un enfant par la main, c'est une association qui intervient dans 18 pays à travers le monde, et on agit directement en Haïti depuis 1980 et à Madagascar depuis 2003. Donc, nos actions, elles s'inscrivent vraiment dans la durée, dans le sens où on s'engage vraiment auprès des communautés à travers des programmes de développement au minimum sur un horizon de 10-15 ans. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une approche globale de développement. Et pour mettre en action cette approche globale, justement, on a plusieurs domaines d'intervention, que sont donc l'éducation, la nutrition, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement aussi, le développement agricole et les AGR et la protection des enfants. Et justement, dans le cadre de nos projets et nos programmes de développement, on se base sur l'approche basée sur les droits de l'enfant, la BDE, en mettant notamment en œuvre les 4 principaux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE. Pour ça, on veille à vraiment respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, la participation des communautés, y compris celle des enfants. On s'appuie aussi sur la non-discrimination dans tout cas, et ce qui permet justement d'aboutir à des conditions qui permettent le bon développement de l'enfant et une vie dans des bonnes conditions. Donc ensuite, concernant notre partenariat, on fait partie de l'alliance Child Fund, qui est une alliance mondiale. C'est un réseau de 11 organisations de développement qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes engagements en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants et de leurs familles. Et donc justement, grâce à ce partenariat dont on fait partie,
on a pu contribuer à aider 23 millions d'enfants et leurs familles dans le monde à travers 70 pays. Et du coup aussi, on est passé à travers 1400 programmes de développement communautaire grâce à cette alliance. Et depuis 1990, on travaille avec Child Fund Sénégal, dont Moussa fait partie du coup. Et donc, nous, en tout cas, on travaille avec eux surtout sur des projets santé et éducation. Donc, je te laisse la main, Moussa. Moussa, tu as le micro qui est coupé. Du coup, on ne t'entend pas. OK. Merci. Je disais donc, mon nom, c'est Moussa Diallo. Je suis chargé des programmes d'éducation au niveau de Child Fund Sénégal. À la suite de ma collègue Chloé, donc, je m'en vais vous présenter le projet pilote que nous avions développé en partenariat avec un enfant par la main. Permettez-moi de vous rappeler un tout petit peu le contexte dans lequel ce projet a été élaboré et mis en œuvre. C'est dans le contexte de Covid, comme vous le savez déjà, et Philippe l'a rappelé tout à l'heure. Le Sénégal, comme la plupart de beaucoup de pays d'Afrique, ont eu à fermer les écoles durant cette période de crise. Et le Sénégal, avec le ministère de l'Éducation nationale, avait développé un dispositif appelé Apprendre à la maison, qui était un dispositif inspiré de celui français, Ma classe à la maison. Et c'était pour permettre aux enfants qui sont restés à la maison donc, de pouvoir poursuivre les cours de manière correcte. Mais au niveau de Child Fund, nous avons pris contact avec les écoles, les enseignants, les responsables des écoles. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'avaient pas accès à ce dispositif pour des diverses raisons, la connexion Internet, l'information, les outils, etc. Et c'est donc, il y a eu vraiment une absence d'équité dans cet apprentissage à la maison. Et Child Fund s'est dit, qu'est-ce qui empêchait maintenant de travailler sur un projet pour montrer qu'il y avait possibilité de casser cette fracture entre les enfants, développer un pilote qui pourrait être présenté à l'État du Sénégal. Diapo Chloé. Et l'objectif de ce projet était d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans le développement de stratégies et de supports adaptés au contexte de crise et même au-delà de la crise de la COVID pour l'apprentissage à distance. Le projet a été mis en œuvre dans la région de Diourbel, dans deux communes, la commune de Tokigar et de Taïbo-Moutoufa au Sénégal, pour une durée de 12 mois. Et nous avions visé donc au niveau de l'élémentaire 150 élèves, au niveau du moyen général de 100 élèves, 250 parents, 2 directeurs de l'élémentaire, 2 principaux et d'école du moyen général, 4 inspecteurs de l'éducation et de la formation. Diapo. Le projet, à la fin de la journée, de ce que nous voulions, c'est d'avoir une stratégie d'apprentissage à distance inclusive et qui est adaptée au contexte local et de mise en œuvre, avec 5 résultats intermédiaires qui étaient visés, à savoir des contenus pédagogiques qui sont développés, testés, validés, une plateforme qui est mise en place, des enseignants formés et des élèves sur l'utilisation des outils et des contenus pédagogiques, que les parents soient sensibilisés sur l'importance à continuer les études à la maison, des élèves dotés de tablettes numériques, de passes Internet, de puces téléphoniques et un contrat signé avec Orange pour permettre aux élèves d'avoir accès donc à l'Internet correctement et que les élèves aussi puissent apprendre correctement à la maison comme s'ils étaient à l'école. Diapo. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont identifiées après la mise en œuvre du projet, qui sont au nombre de 5. La première bonne pratique, c'est la mise en place d'un réseau de partenaires. Donc, tous les partenaires qui gravitent autour de l'éducation au niveau local et avec Child Fund ont été donc mis à profit, à savoir l'ONG, la Fédération du Baol, qui est un partenaire local de mise en œuvre des projets de Child Fund dans la région, l'IEF, c'est-à-dire l'inspection de l'éducation et de la formation de Diourbel, les associations des parents d'élèves, les collectivités territoriales, les UVS, c'est-à-dire les universités virtuelles du Sénégal, l'ENO de Diourbel, espace numérique ouvert, qui est rattaché donc à l'UVS,
et aussi les enseignants et un enfant par la main qui, bien sûr, a financé le projet. Nous avons créé, il y a la création aussi d'un comité technique pour le développement des supports, des supports pédagogiques, etc. Et c'est ça, c'était pour permettre, pour nous assurer que vraiment les contenus pédagogiques étaient des contenus qui sont adaptés aux différents enfants qui sont visés, avec la participation de tout le monde pour éviter donc qu'on puisse dire que donc ce qui a été fait n'a pas été fait par les acteurs concernés. Ce qui veut dire, et principalement, la mise en action des enseignants créés à la main qui pouvaient savoir exactement quels sont les besoins des enfants en termes d'enseignement à la maison. L'autre élément, c'est la communication et l'information, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cela, parce qu'il faut le rappeler, l'éducation est une des compétences transférées aux collectivités territoriales, donc il fallait discuter avec les collectivités territoriales, administratives et locales, mais aussi discuter avec les parents, etc., pour permettre, pour faciliter aux enfants de travailler et pour assurer aussi la pérennisation après le projet, ou bien la mise à l'échelle, si vous voulez. Nous avons l'achat et la distribution d'équipements, ce qui veut dire pour l'apprentissage à la maison aussi, ça a un coût. C'est des équipements, etc. Et nous avons montré qu'il fallait nécessairement mettre à la disposition des enfants et aussi des enseignants un matériel informatique qui est adapté, équiper les enseignants et encadreurs en support d'apprentissage et d'enseignement à la maison. L'autre élément, c'est la formation des enseignants et des élèves sur l'utilisation, parce que ce n'était pas évident que les enseignants aient les capacités à utiliser les supports qui sont mis à leur disposition, et aussi les élèves, et surtout des élèves qui sont en milieu rural. Donc, il fallait nécessairement les former sur les outils, sensibiliser les enfants aux réseaux sociaux et aux dangers, Philippe l'a dit tout de suite, ce qui veut dire qu'il y a le côté pervers donc, de l'utilisation de ces outils. Il fallait bien sûr sensibiliser les enfants sur l'utilisation d'un certain nombre donc, de plateformes qui sont dans l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et aussi le suivi technique, maintenance informatique et visite à domicile auprès des élèves qui étaient assurés par des relais. Diapo. Nous avons un certain nombre de leçons apprises portant sur le renforcement de l'utilisation de la plateforme par les enfants. L'accent devrait être mis sur les exercices parce que les cours sont bien donnés, mais il y avait un problème par rapport aux exercices, etc. Les élèves ont besoin d'une formation continue sur l'utilisation de la plateforme pour assimiler les différentes activités, cours, exercices, forums, chats et devoirs. L'apprentissage à distance peut être une alternative à l'apprentissage présentiel, à l'unique condition que toutes les dispositions soient mises en place, sinon il peut être aussi complémentaire. Pour favoriser la pérennité de l'outil, il est essentiel d'impliquer les parents et les chefs d'établissement dans leur gestion pour un suivi régulier des enfants et des enseignants. Les tablettes peuvent être de véritables outils de co-apprentissage parce que les élèves, il y a certains élèves qui ont appris avec leur père et de partage d'expérience. Les enseignants sont plus à l'aise dans l'utilisation des cours et exercices via la plateforme. Un renforcement de capacité sur le chat et le forum peut favoriser l'utilisation des deux activités comme moyen d'enseignement. Le renforcement des restrictions dans les tablettes permettrait de mieux protéger les élèves et d'augmenter considérablement le temps d'apprentissage. Dernier diapo, si je ne me trompe. Là, nous avons relevé un certain nombre de défis, difficultés techniques opérationnelles sur l'utilisation de la plateforme. Les leviers à actionner, c'est encourager les collectivités locales à renforcer la couverture du réseau Internet. Il y a de trouver des points de recharge sécurisés parce que quand il n'y a pas d'électricité, donc il y a cette difficulté à recharger. Organiser régulièrement des renforcements de capacité pour les élèves enseignants sur l'utilisation de la plateforme. Et meilleure prise en compte des disponibilités des élèves durant certaines périodes parce que les vacances, etc., les élèves sont pris dans les travaux champêtres, etc. Mais ce qu'on a comme levier à activité, c'est d'impliquer les élèves et les parents dans la planification pour qu'ils puissent savoir en tel moment, etc., il faut nécessairement travailler à travers la plateforme. Il y a aussi l'absence d'outils d'encadrement et le levier, c'est d'assurer un suivi rapproché des élèves à la maison, pas des relais communautaires.
promouvoir un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Université du Sénégal pour la mise en place d'un dispositif d'apprentissage en ligne destiné aux élèves. Encourager la connexion régulière des élèves à la plateforme, c'est aussi un défi. Mettre en place un emploi du temps pour chaque niveau. Il y a aussi encourager les élèves et les enseignants à utiliser donc les chats, etc. C'est de renforcer les restrictions dans les tablettes pour éviter l'utilisation de l'outil à des fins non éducatives. Excusez-moi. Allez-y, je crois que... Voilà. Donc voilà, c'était tout. Merci de votre attention. Merci beaucoup Moussa et Chloé pour cette présentation très très riche et intéressante, vraiment un projet passionnant. On va laisser la parole à Priska et Sabine de Bibliothèques sans frontières qui vont nous présenter leurs outils. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, je suis Sabine Lepardé, je suis la responsable des programmes de Bibliothèques sans frontières au niveau du Burundi et je suis accompagnée par ma Priska qui est en ligne au niveau du siège et mes collègues ici présents qui sont Sandrine Gaïvar et qui est la chargée des projets Touyeneza qu'on va vous présenter, et de Jérémy Boin, qui est notre responsable contenu, formation et contenu numérique. Donc, notre présentation va... Pardon. Voilà, donc notre présentation va porter sur nos activités dans le cadre éducation et numérique pour Bibliothèques sans frontières au niveau du Burundi et dans le cadre d'un projet plus spécifique qui s'appelle le projet Touyeneza, qui est financé par l'Agence française du développement et du programme mondial pour l'éducation. C'est donc un projet qui vise à accompagner le programme transitoire de l'éducation au niveau du Burundi, programme qui est composante et Bibliothèques sans frontières accompagne le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique au Burundi dans l'appui à la résilience des écoles et à la réduction des vulnérabilités. Et ce, en collaboration aussi avec deux autres partenaires qui sont Claire International et l'UNICEF. L'objectif général du projet est de permettre à tous, filles et garçons avec ou sans handicap, de recevoir une éducation de qualité adaptée à leurs besoins, dans un environnement d'apprentissage sûr, protecteur et inclusif, respectueux des droits des enfants, qu'ils soient formels ou informels. C'est un projet qui se déroule dans 5 provinces, réparties principalement vers le centre et le sud du pays du Burundi. Les objectifs spécifiques sont d'appuyer la réintégration des rapatriés, de favoriser l'accès et la qualité de l'éducation dans les écoles fondamentales et de soutenir la réintégration et la lutte contre l'abandon scolaire. C'est un projet de 36 mois qui a débuté en avril 2020 jusqu'à avril 2020. Les bénéficiaires directs qui seront touchés par ce projet sont de 27 000 enfants, dont 50% de filles et 30% de rapatriés retournés, 2300 par an et 140 animateurs. À ce jour, on a une réalisation où environ 70 000 enfants ont eu accès aux outils numériques, dont 20% des filles. 125 professeurs sont formés et 144 du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Le solaire et systèmes photovoltaïques ont été installés sur 10 espaces qui n'étaient pas électrifiés. Il y a eu 21 ateliers de médiation culturelle,
par exemple du slam, théâtre, radiophonique dans ces vidéos, et le renforcement et l'adaptation des contenus émissions par la création de nouveaux contenus, comme par exemple des cursus numériques en France, en français et langue étrangère, des vidéos de capsules de sensibilisation et de formation. Donc, pour parler en termes d'équipement, 25 kits IDS Cube vont être déployés, sont déployés au niveau des centres jeunes et des réseaux scolaires, ce qui donne un total de 250 tablettes, 25 ordinateurs portables, 25 vidéoprojecteurs, 25 caméras vidéo, 25 IDS Cube, qui est le serveur. Et puis un autre outil qui sont les IDS Box, on va vous les présenter un petit peu plus tard, qui contiennent en leur sein 90 tablettes numériques, 30 ordinateurs portables, 6 caméras et 12 appareils photoréflexes. Ça, ce sont les outils. Et à l'intérieur de chacun de ces outils sont dotés de contenus. Et au sein de ce projet, il y a plus de 5000 contenus numériques qui ont été associés. Vous pouvez le voir effectivement sur la partie droite de la présentation. Il y a vraiment plein de thématiques différentes qui vont des langues, de l'apprentissage du kirundi, des français, des mathématiques. C'est vraiment très riche et varié et ce sont des contenus qui sont identifiés avec les partenaires, avec les bénéficiaires en fonction de leurs besoins. Alors, nos approches. Les approches de Bibliothèques Sans Frontières sont basées sur 3 piliers, les outils, les contenus et les médiateurs. Donc, les outils, dans le cadre de ce projet de Wigeneza, sont de 2 types, les IDS Box et les IDS Cube, qui sont des outils qui sont déployés dans des endroits où le public est le plus fragile, où l'accès à l'information est parfois plus compliqué. Les contenus qui sont à l'intérieur de ces outils sont des contenus qui sont sélectionnés, identifiés en partenariat direct avec les partenaires du projet et qui sont sélectionnés et validés ensemble pour s'assurer de bien répondre aux besoins de ces partenaires. Et les médiateurs, ce sont les équipes de terrain qui vont accompagner la mise en place de cet outil, mais aussi en favoriser la médiation des contenus auprès du public qui est ciblé. Donc, l'IDS Box, c'est un des premiers outils qui est proposé. C'est une médiathèque en kit qui est composée de 4 modules distincts avec une fonction très spécifique pour chacun. Elle contient à la fois des contenus numériques, mais aussi des contenus physiques. Donc, les contenus numériques vont permettre d'avoir des tablettes, des ordinateurs, un module cinéma avec un générateur et une batterie. Et sur d'autres modules, c'est plutôt les contenus physiques avec des livres, du matériel de bricolage. Voilà. Les contenus sont vraiment adaptés pour des projets aux demandes et aux besoins des différents partenaires. L'IDS Cube est l'autre outil qui est déployé dans le cadre des projets et qui est une bibliothèque numérique, donc plus petite en termes de volume, puisqu'elle tient dans une fly case, avec à l'intérieur une dizaine de tablettes, mais ça peut être aussi plus important le nombre de tablettes, un ordinateur, un vidéoprojecteur. Et donc, c'est une bibliothèque numérique ultra portative et autonome, à l'intérieur desquels sont insérés les contenus qui sont là aussi identifiés, sélectionnés en collaboration directe avec les partenaires. C'est un serveur qui permet de diffuser l'information en offline, donc il n'y a pas besoin d'Internet, et qui contient des contenus qui sont libres de droit. Sur ce serveur peuvent se connecter en même temps jusqu'à 40 utilisateurs à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Voilà, il y a 3 slides suivantes qui donnent un petit peu d'illustration de ce que peut du matériel déployé. Donc, par exemple, vous voyez dans cette diapositive en haut à gauche, c'est un IDS Box qui est déployé. Donc, les IDS Box ont été dessinés, construits par Philippe Starr, qui a pensé aussi à créer des modules
pour lesquels chaque partie du module a une utilité. Par exemple, vous voyez les enfants qui ont déployé, qui sont installés sur des tables, et ces tables font partie elles-mêmes intégrante du module. Donc ça, c'est une session de lecture ou de renforcement scolaire. On peut voir aussi plusieurs images suivantes des enfants qui sont connectés aux différentes tablettes numériques. Ça vous donne une idée un petit peu générale du type d'activités qui sont proposées, tant au niveau des centres jeunes qu'au niveau des réseaux scolaires. Voilà, les bonnes pratiques. Dans le cadre de ce projet, il est indispensable de renforcer le lien avec les enfants qui sont déscolarisés, qui sont en abandon scolaire, les enfants rapatriés, et le lien et le rôle de passerelle communautaire que peut jouer le centre jeune qui est équipé d'un IDS Box ou d'un IDS Cube est essentiel. Non seulement le centre jeune que vous voyez au milieu de la diapositive fait le lien entre la communauté qui réfère vers le centre jeune une partie de ces enfants qui sont des enfants rapatriés, déscolarisés ou des enfants à besoins spécifiques. Elle peut sensibiliser les familles, la population, la communauté pour référer ces enfants vers le centre jeune. Une fois sur le centre jeune, ces enfants sont pris en charge par les animateurs du centre qui peuvent adapter les contenus qui vont être proposés et les activités à ces enfants. Par des séances de soutien scolaire, par exemple, par des séances de sensibilisation à l'aide des contenus pour les encourager. Pour les encourager à retourner vers les réseaux scolaires. Donc, le lien est fait aussi avec les réseaux scolaires, en travaillant aussi en collaboration directe avec les directeurs des écoles, avec les autorités de l'éducation, les directions avec l'organisme d'État. Pas de concurrence. Il n'y aura pas de ICL, voilà. Donc, ce lien avec l'ICL doit avoir pardon, c'est parce qu'il y a un bruit. Vous m'entendez bien ou est-ce que vous entendez vous aussi une... Oui, alors attends Sabine, on va essayer de couper le micro de M. Bouchéry. Monsieur Bouchéry, je ne sais pas si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Qui vont concurrencer la musique. Alors, comment des armes, c'est des... Bon, a priori. C'est bon. Merci. Écoute, Sabine, tu peux reprendre. Donc, au niveau des réseaux scolaires, effectivement, ce lien est fait directement avec les centres jeunes. Travailler vraiment de concert pour assurer cette référence, tant possible, des centres jeunes vers les réseaux scolaires, mais aussi dans l'autre sens, des réseaux scolaires qui travaillent en collaboration directe avec les centres jeunes pour aussi développer des activités de renforcement scolaire, de soutien scolaire. Les professeurs se rendent aussi directement avec leurs élèves au sein des centres jeunes pour pouvoir avoir un autre appui complémentaire au travers des différents outils et contenus qui sont proposés au niveau des centres jeunes. Donc, c'est vraiment tout à fait complémentaire. Au niveau des réseaux scolaires, en fait, sont déployés des IDS Cubes et les équipes pédagogiques des différents réseaux scolaires se réunissent en petits groupes au préalable. C'est l'image du haut de la diapositive. Et ils identifient justement, ils utilisent les contenus des IDS Cubes pour pouvoir renforcer leurs connaissances personnelles, mais pour pouvoir aussi préparer certaines leçons, certains contenus, des leçons qu'ils vont mettre en place et qu'on voit effectivement dans la photo en dessous, qui est en fait une leçon qui est proposée au niveau des élèves avec un appui de l'outil de l'IDS Cube. Une autre valeur ajoutée, en fait, c'est le renforcement de la compréhension de la langue orale et de compréhension d'un récit. En fait, on s'est aperçu que le contenu initial qui était proposé dans les IDS Cubes et dans les IDS Blocks
nécessitait d'être encore appuyée avec la création de petites capsules vidéo qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet sur la lecture à voix haute. Donc, cette petite vidéo a permis justement de renforcer, de sensibiliser sur la nécessité, les bienfaits de la lecture, tant avec un support physique au travers des livres qu'on peut trouver dans l'IDS Box, tant au travers aussi de la lecture qui peut être faite directement au niveau des tablettes. Les défis et les mesures de mitigation. Alors, le défi, c'est qu'effectivement, au niveau des réseaux scolaires, on est face à des classes qui sont vraiment en nombre important, qui sont surchargées. Là, il y a deux partenaires clés. Les partenaires clés du projet peuvent être catégorisés en deux. Les gestionnaires du parc et les communautés riveraines. Comment va-t-on faire? D'abord, est-ce qu'on pense que les communautés riveraines sont déjà suffisamment sensibilisées autour du parc, autour de l'existence du parc? Voilà, je vais continuer. Donc, les classes sont souvent en nombre important, donc la nécessité, il est nécessaire pour les enseignants d'adapter en fait leur organisation de travail en utilisant le travail en petits groupes différenciés. L'autre défi, c'est de pouvoir assurer une prise en charge et en tout cas une participation, une représentation de certains publics bénéficiaires, comme par exemple les enfants à besoins spécifiques, les enfants rapatriés, les filles, les enfants déscolarisés par exemple. Et donc pour cela, les équipes doivent adapter les techniques d'animation, elles doivent revoir les plannings d'activités pour s'assurer aussi que les séances qui sont proposées correspondent bien aux besoins et aux attentes de ces participants, éventuellement aussi revoir les horaires d'activité pour pouvoir s'assurer de capter ces publics bénéficiaires et de travailler en partenariat direct avec les autorités locales pour renforcer la sensibilisation de la communauté pour s'assurer de la participation de ces catégories. Un autre défi, c'est d'assurer la pérennité structurelle et fonctionnelle du dispositif. Donc là, de nouveau, l'implication des autorités locales est indispensable dès le début du projet, dès la conception du projet, dès l'identification des besoins en contenu, dès leur validation, mais aussi leur formation initiale pour pouvoir assurer le suivi des activités, mais en assurer aussi la qualité et la suite après la fin du projet. Les communes se sont aussi engagées de manière dégressive à assurer la prise en charge des équipes qui gèrent les outils, mais aussi participent et contribuent largement avec la mise à disposition des structures comme les centres jeunes. Et pour assurer aussi la pérennité, l'utilisation du solaire comme source d'énergie stable a été aussi nécessaire et pensée sur certains sites. Et le dernier défi que nous avions identifié dans le cadre de ce projet, c'était d'inclure durablement et efficacement les espaces jeunes dans la vie scolaire de la commune. Donc, c'est de formaliser, de systématiser un peu plus les espaces dont on vient de parler et qui ont ce rôle passerelle avec les réseaux scolaires, mais de manière encore plus systématique et formelle. Voilà, c'était les principaux éléments de cette présentation, en restant tout à fait disponible pour les questions qui vont suivre. Merci à tous. Merci beaucoup Sabine pour la présentation de tous ces outils très complémentaires et très riches et qui essaient de répondre aux divers enjeux que peut représenter le numérique et l'éducation. On l'a vu notamment l'importance d'impliquer les parents, d'accompagner les enfants, de former les enseignants et ce qui nous permet de faire la transition avec le projet de partage qui met l'accent sur un enjeu vraiment très important justement dans la mise en place du numérique pour la continuité pédagogique, c'est l'implication des parents et plus spécifiquement pour les enfants à besoins
spécifiques qui représentent en tout cas un enjeu supplémentaire. Et je vais donc laisser la parole à Marie pour nous présenter ce beau projet. Tout à fait. Alors, je vais déjà commencer par partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas encore? Attends, pas encore. Ça va venir. C'est bon, ça arrive. Voilà, le numérique. Alors, donc, bonjour à tous. Je sais pas. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je suis Marie Benkheta, je suis responsable du suivi des programmes de l'ONG Partage. Je vais très, très brièvement me présenter Partage, qui donc a été fondée en 1973, bientôt fêté ses 50 ans, et qui œuvre dans 19 pays auprès de 28 partenaires. Nous, on soutient les associations locales qui mettent en œuvre des projets d'éducation, de protection de l'enfance. Vont se joindre à moi pour cette présentation. Donc Anita El-Haj, qui est donc la référente du projet du CESOBEL au Liban, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est directrice du département pédagogique et qui est donc qui peut éventuellement répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce superbe projet. Donc, très rapidement, je vais vous présenter effectivement le projet habituel et le partenaire que nous soutenons, donc, qui est le CESOBEL. Donc, bon, je ne vous apprends rien en vous expliquant la situation difficile que traverse aujourd'hui le Liban, avec une crise multiples facettes, à la fois politique, socio-économique, financière, avec de nombreuses coupures d'électricité, avec un rationnement au niveau du carburant, des accès à l'eau difficiles, une dévaluation importante de la livre et une cherté de la vie qui complexifie beaucoup le travail du CESOBEL aujourd'hui. Le CESOBEL, c'est une structure qui a été créée en 1976 et qui a pour objectif de favoriser le bien-être et le développement harmonieux des enfants qui sont en situation de handicap et qui accompagnent également leurs familles, qui intervient essentiellement dans la banlieue de Beyrouth et auprès de 1412 enfants dès le plus jeune âge et jusqu'à 18 ans, mais parfois le soutien peut dépasser l'âge de 18 ans. Donc le programme qui est soutenu par Partage, je dirais en temps normal, c'est un programme éducation qui s'intitule « Développement des programmes éducatifs pour les enfants en situation de handicap au Liban ». Qui a deux objectifs principaux, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est donc de veiller au développement de l'enfant en situation de handicap. Donc, ce sont des enfants à la fois qui peuvent être atteints d'autisme, qui sont porteurs de handicap moteurs, mentaux, et même des enfants polyhandicapés, dans toutes les dimensions de leur vie et pour favoriser leur intégration sociale au niveau de la communauté. L'autre objectif, et qui va nous intéresser particulièrement dans le cadre de cette présentation, c'est aussi l'implication des parents dans le projet de vie de leurs enfants et l'accompagnement qui peut être fait au moment notamment du diagnostic du handicap, de l'accompagnement social également et psychologique à la fois des parents mais également des fratries. Ce sont donc 1412 enfants en situation de handicap qui sont accompagnés par le CESOBEL et donc leur famille. Comment le CESOBEL œuvre? Donc, il prend en charge les enfants de manière holistique, donc à la fois sur un appui médical, tout ce qui va être orthophonie, la rééducation motrice, l'appareillage, parce que ce sont des enfants qui ont des besoins très particuliers, dans balnéothérapie et évidemment dans les apprentissages pour leur permettre d'avoir une scolarisation individualisée dans le centre. Donc, le CESOBEL accueille ces enfants dans leur centre en temps normal. Un accompagnement, je vous le disais également, psychologique des parents et des fratries et la formation des familles sur la gestion, d'abord la compréhension, l'acceptation et la gestion du handicap. Donc ça, c'est le projet, je dirais, entre guillemets, habituel, récurrent, que Partage soutient auprès du CESOBEL.
Ce qui nous intéresse dans le cadre de la thématique de l'éducation au numérique, c'est du coup la manière dont le CESOBEL a réussi à adapter ce projet à travers l'apprentissage via le numérique dans le cadre de la pandémie en 2020. Du coup, l'objectif de ce projet, qui est adapté donc à ce contexte un peu particulier que tout le monde connaît, c'est d'offrir malgré tout aux enfants une continuité pédagogique malgré la fermeture du centre et les confinements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les confinements pour des enfants dans des telles situations a été parfois très compliqué à vivre, notamment pour les parents qui ne sont pas forcément toujours à même de gérer au quotidien tous les aspects des handicaps parfois très lourds. Donc, l'un des axes du travail dans le cadre de cette adaptation, ça a été évidemment de mieux intégrer les parents dans leur apprentissage des enfants à travers des outils numériques. Donc, en quelques chiffres, ce sont 167 enfants et jeunes qui ont été accompagnés par le CESOBEL. C'est 6546 fiches d'activité pédagogique qui ont été réalisées, 453 vidéos tutoriels et 3900 sessions en ligne via Zoom. Donc là, alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Je n'arrive pas à résoudre. Est-ce que je peux mettre en... Tu veux faire quoi? Je voudrais pouvoir... Voilà. Est-ce que vous voyez encore le... Là, on voit la dernière diapo. Ah, alors attendez. Oups. Les numériques, la formation numérique, on en parle. Excusez-moi. N'arrive pas à revenir en arrière, c'est ça? Ben, j'arrive pas à voir ce que vous voyez en fait. Arrête. Non. Attendez. Est-ce que vous voyez la slide sur les bonnes pratiques? Oui, là c'est bon. Alors, là c'est bon? Ouais. Ok, très bien. Excusez-moi, je ne sais pas. On est sur bonne pratique, leçon après. Ouais, on était avant, hein, sur la formation. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. On est donc au cœur du sujet sur la formation et l'accompagnement des gens sur la gestion du numérique. Donc, la formation et l'accompagnement des parents a été évidemment crucial dans le cadre de ce projet. C'est déroulé en plusieurs étapes et notamment au départ sur comment réussir à prendre en compte les connaissances en numérique des parents, comment accompagner les parents à utiliser les outils, utiliser Zoom, savoir partager un écran correctement par exemple, et utiliser des applications comme Nearpod, qui a été l'application pour mettre en place des exercices interactifs avec les enfants. Puis ensuite, la formation et l'accompagnement a consisté au gré de la formation, au gré de l'apprentissage en cours de route, de renforcer pour mener des activités avec les éducateurs du CESOBEL, donc qui ont travaillé à renforcer les capacités des parents, notamment par un envoi mensuel de programmes du mois. Qu'est-ce qui va se passer, à quel moment va se dérouler la séquence, sur quel type de sujet et comment, est-ce que ça va être plutôt sur de l'interactif à travers Nearpod, est-ce qu'on est sur un partage via Zoom. Donc, tout était extrêmement détaillé pour permettre aux parents d'être disponibles, de se rendre disponibles pour accompagner les enfants. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des fiches activités qui ont été créées par l'équipe du CESOBEL et qui étaient diffusées via WhatsApp, parce que c'est un média qui est relativement courant et qui est assez simple d'utilisation. Ensuite, il y a eu la création et l'envoi de vidéos tutoriels via Zoom qui disséquaient toutes les étapes de chaque activité. On a un exemple assez parlant qui est la création d'un tutoriel via Zoom sur la manière de créer, de fabriquer de la pâte à modeler. Et donc, pour pouvoir disséquer comme une recette de cuisine, hein, finalement, pour pouvoir bien disséquer les éléments, il y a, en termes de construction de la vidéo, donc ce sont des éducatrices qui ont
avec leurs enfants, se sont mises en scène pour pouvoir bien permettre aux parents de bien comprendre les différentes étapes et les postures à adopter aussi dans le cadre de l'apprentissage de leurs enfants. Savoir ce que les enfants pouvaient être en mesure de faire eux-mêmes et ce que les parents devaient eux-mêmes faire. Et également la réalisation de PowerPoint qui permettait aux parents de plus réfléchir sur la posture à adopter. Comme je vous le disais, dans quelle mesure ce sont les enfants qui doivent faire, comment se comporter, puisque devenir formateur, enseignant, ne s'apprend pas tout seul. Donc, il a été important pour les parents d'être accompagnés par le CESOBEL, et notamment grâce à un suivi aussi très proximal dans le cadre d'appels téléphoniques où les parents pouvaient faire un point dans les moments difficiles, au moment où il y a une perte de confiance dans l'apprentissage, dans les capacités de parents à venir en aide à leurs enfants. Donc, tous ces outils ont été alors j'ai essayé de les illustrer en bas, je ne sais pas si vous voyez bien les différentes photos. Donc, on voit à la fois des captures d'écran de réunion Zoom ou justement de la fameuse application Nearpod de manière interactive. On voit l'enfant sur la photo en bas à gauche avec des carrés. Donc, l'exercice consistait à demander à l'enfant de colorier les carrés rouges. Est-ce que j'ai encore du temps, Léa? Oui, vas-y, tu as 2-3 petites minutes. D'accord. Alors, dans le cadre de cet accompagnement, il y a aussi également un outil qui était déjà préexistant au projet Via Numérique qui s'appelle le PAI, le plan d'accompagnement individualisé, qui là a été réalisé à distance. Donc, c'est un outil qui consiste à définir les objectifs en fait, prioritaires pour chaque enfant, donc évidemment individualisé par famille et par enfant. Et en fait, la nouveauté dans le cadre du numérique de cette période et de cette initiative, c'est que les parents ont participé directement à la réflexion avec l'équipe interdisciplinaire du CESOBEL pour mettre en place la programmation en fonction aussi de leur réalité, de leurs possibilités et des outils dont ils disposaient. En termes de moyens, ce projet, cette initiative a demandé la mise à disposition évidemment d'éducateurs de manière importante, puisqu'on remarque qu'il a fallu mettre à disposition des éducateurs par groupe. Donc, pour 5 ou 6 enfants, c'était une éducatrice référente, qui avait également des éducatrices dédiées pour les séances en direct. Donc, ce sont 2 éducatrices par séance en direct. La référente pédagogique pour la réalisation et la validation de toutes les fiches d'activité. Et puis, tout le temps nécessaire, évidemment, pour renforcer l'équipe sur la production des outils, des vidéos tutoriels qui ont été à réaliser, la mise en place des exercices et toute la planification avec les parents. Je vais donc aller sur les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le cadre donc, de ce projet. Donc, les bonnes pratiques identifiées peuvent paraître une évidence. Alors, ça reste quand même quelque chose de fort dans le cadre de ce projet. C'est évidemment de prendre en compte les réalités des parents et de s'y adapter, de voir quels sont les outils disponibles, quels sont les horaires auxquels les parents sont capables d'accompagner leurs enfants. Et également de définir ensemble, comme on le disait, les objectifs qui sont proposés pour que ce soit le plus individualisé, donc de répondre au mieux aux besoins. D'associer les parents dès le démarrage et la construction du projet pédagogique dans le cadre des PAI, donc des plans d'accompagnement individualisés, et de suivre régulièrement et encore une fois de manière individualisée pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. Ce dont il faut se souvenir, c'est que encore plus que pour les enfants, je pense, non porteurs de handicap, la période du confinement a été très, très complexe, notamment dans le besoin de maintenir un lien avec les éducateurs. Ce n'est pas toujours évident pour des parents de savoir comment gérer une situation, notamment pour les parents
d'enfants autistes dont le suivi est assez lourd, et en termes pédagogiques, c'est des savoir-faire très précis et très techniques que tout parent n'a pas forcément initialement. Ensuite, dans les leçons apprises, ce que nous avons constaté, c'est que les outils numériques ont évidemment permis un accompagnement adapté et individualisé malgré la distance, qui sont permis également de renforcer la relation en fait, entre les parents, les éducateurs et les enfants. Une autre leçon apprise, c'est que les outils numériques ont permis de sortir l'apprentissage du centre et d'y intégrer pleinement les familles. Donc, ça modifie aussi, c'était un aspect intéressant de réflexion, c'est que ça modifie le regard que les parents peuvent porter sur l'apprentissage de leurs enfants. Ils sont, pardonnez-moi l'expression, les mains dans le cambouis et tenus d'obtenir quelques résultats. Donc, c'est vrai que ça modifie le regard relativement assez positivement sur l'apprentissage de leurs enfants, et que ça renforce leur motivation aussi dans le cadre du projet pédagogique du PAI. Le maniement des outils numériques par les parents renforce les compétences des parents, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ne suppose pas moins de travail pour les éducateurs. On a souligné le besoin de préparation en amont, des tutoriels, des fiches outils, qui sont un travail spécifique, donc réalisé par les éducateurs, et qui après sont transmis aux parents. Donc ça fait une chaîne un peu plus longue dans la dilution des apprentissages. Donc ça, c'est à prendre en compte dans ce type de projet. Autre leçon apprise, c'est que l'apprentissage via le numérique risque de renforcer la dépendance des enfants envers leurs parents, puisque ce sont les parents qui maîtrisent généralement les outils numériques, qui savent comment se connecter à Zoom, comment échanger via WhatsApp, etc. C'est un risque identifié de créer une forte dépendance auprès des parents pour les enfants. Il se trouve que dans le cadre de certains enfants pris en charge par le CESOBEL peuvent également acquérir doucement ce type de compétences, mais ça reste relativement à la marge. Et ensuite, ce qui a été comme dernière leçon apprise par ce projet, c'est que les moyens limités, parce que les moyens sont quand même très importants dans le cadre de la mise en œuvre de ce type de projet, les moyens sont limités pour le CESOBEL, et qu'en fait, l'idée que le numérique puisse permettre une ouverture à un plus grand nombre de bénéficiaires n'a pas pu être réalisée dans le cadre de ce projet, puisqu'en fait, il était nécessaire de déjà connaître les enfants en amont pour pouvoir réaliser tout ce travail dans le projet de soutien à ces enfants-là. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, donc juste en guise de conclusion, je voudrais vous informer que Partage est en cours de réalisation d'un travail de capitalisation qui s'intitule « À distance, les enjeux pédagogiques », donc qui est soutenu par le F3E et accompagné par le CIEDEL. Je crois que Gaël est avec nous aujourd'hui. Et donc qui a pour objet d'échanger les expériences des partenaires de notre réseau, donc le réseau Partage RISE, et qui donnera lieu à une restitution sous la forme d'un forum. Alors c'est encore en discussion avec Léa notamment. Idéalement avant la fin de l'année 2022, mais voilà, ce sera confirmé par la suite. Vous y serez tous cordialement invités. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Et alors, attendez. Non, c'était parfait, Marie. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un très, très, très beau projet qui adresse des enjeux fondamentaux et la complexité déjà d'accompagner des enfants sans forcément ayant des besoins spécifiques. Alors, celle d'accompagner des enfants ayant des besoins spécifiques et de les engager sur la continuité pédagogique, les parents représente vraiment un défi primordial pour assurer une éducation inclusive. Donc, merci beaucoup à toutes pour vos interventions. On invite
toutes les personnes qui auraient des questions à les inscrire dans le chat et on va y répondre. En tout cas, les intervenants et intervenantes vont y répondre d'ici 5 petites minutes. Donc voilà, donc on vous invite vraiment à formuler vos questions dans le chat avant de pouvoir ouvrir les débats. On va vous présenter rapidement un outil qui a été développé donc par la coalition éducation, mais avec tous ses partenaires, ses membres, et avec l'appui bien sûr du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement. Donc, on a développé une fiche éducation et numérique qui s'inscrit donc dans un... Vous pouvez voir un aperçu à l'écran et elle s'inscrit dans un projet plus large donc, qui était mené par la coalition éducation qui a visé à développer 8 fiches thématiques autour des thématiques suivantes. Donc, vous les voyez à l'écran, je crois. Donc, il y a éducation inclusive, facteurs de qualité de l'éducation, éducation et défis environnementaux, formation professionnelle, insertion et égalité de genre, éducation transversale, éducation en situation d'urgence, petite enfance et préscolaire et éducation et numérique. Donc, les objectifs de ces fiches, c'était vraiment de dresser un état des lieux et de valoriser les pratiques éducatives des organisations de la société civile menées dans les pays partenaires, donc autour de 8 thématiques que nous avons identifiées avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en mettant l'accent sur donc, les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale et les pays du Sahel. De contribuer donc au renforcement des pratiques et des politiques éducatives sur ces enjeux, y compris ces fiches visent à alimenter la nouvelle stratégie éducation et formation qui est en train d'être développée pour l'année 2022-2026 de la France, donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et enfin, troisième objectif qui est vraiment fondamental, qui est de renforcer la prise en compte de l'éducation dans les autres politiques sectorielles du développement, et notamment climat, santé, genre, droits de l'enfant, etc. Donc, la fiche éducation numérique, elle s'articule autour de 3 parties. Donc, une première partie sur l'état des lieux, une partie importante sur les bonnes pratiques, et elle s'est basée notamment sur une analyse croisée des programmes suivants, donc le Learning Passport de UNICEF, le projet Apprendre à la maison qui vous a été présenté, et les différents outils de Bibliothèques sans frontières. L'objectif, donc, elle s'articule autour de 2 parties. La première, c'est comment renforcer les programmes éducatifs et améliorer leur efficience, en mettant l'accent sur le numérique comme vecteur de transformation et sur le renforcement des capacités de tous les acteurs qui gravitent autour des écoles. Et une deuxième partie sur comment adapter l'éducation numérique au contexte local et travailler en multi-acteurs dans sa mise en œuvre, en mettant l'accent sur l'adaptation des contenus et des outils au contexte et aux besoins des enfants, en créant, comme on l'a vu avec le projet de partage, des conditions équitables et inclusives. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des pistes sur comment travailler en multi-acteurs afin de pérenniser les outils numériques. Et elle se termine donc par une partie qui présente toute une série de recommandations qui visait donc à lier les enjeux de la thématique étudiée et le plaidoyer qui est porté par les organisations de la société civile, tant au niveau national, international et au niveau local. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, davantage se coordonner au niveau mondial, intégrer les questions spécifiques aux enfants et à l'égalité des genres, privilégier les projets qui sont conçus et pilotés localement, impliquer les enfants et les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques numériques, veiller à la complémentarité des enseignements en ligne et des enseignements en face à face, soutenir et renforcer la production des données concernant l'éducation numérique, lutter contre la fracture numérique
au niveau éducatif, investir dans l'Internet offline, éliminer les obstacles culturels, sociaux et sexospécifiques qui entravent l'accès équitable à Internet, promouvoir la création de contenus adaptés aux enfants et dans leur propre langue, offrir aux enfants en déplacement un accès aux appareils numériques et à la connectivité, enseigner le numérique à l'école et dans les espaces d'éducation non formels, soutenir le développement des compétences numériques des enseignants, comprendre les risques liés à la création et au partage de contenu, soutenir les initiatives visant à faire appliquer la loi et lutter contre le cyberharcèlement et protéger les enfants et leur vie privée, renforcer l'enseignement de la tolérance et de l'empathie en ligne, donner aux parents les outils nécessaires pour créer un environnement en ligne adapté à l'âge, veiller à ce que les politiques gouvernementales sur l'accès à Internet soient inclusives, soutenir des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes de genre et les pratiques qui limitent l'autonomie des filles dans leur accès et leur utilisation des outils numériques, et enfin encourager l'émergence d'innovations locales et systémiques qui rendent la technologie accessible, utilisable et adaptée aux besoins des femmes et des filles. Donc voilà, donc cette fiche, cet outil vous sera communiqué rapidement. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, à l'utiliser et à apporter également les recommandations. Voilà, donc maintenant je vous propose qu'on passe aux questions. Donc je vois que dans le chat, donc on a plusieurs questions. J'essaie de les remonter. Donc on a une première question qui s'adresse donc au projet Apprendre à la maison et au projet de partage et CESOBEL. Une fois que la crise de Covid-19 se stabilise généralement, quelle suite stratégie d'exploitation de ces outils numériques pédagogiques ayant pour objet initial la continuité de l'éducation durant le confinement? Chloé ou Marie ou vos partenaires, est-ce que vous souhaitez répondre rapidement? Oui, peut-être moi je pense que ce serait beaucoup plus pertinent que Anita puisse répondre à cette question. Je ne sais pas si Anita est toujours disponible. Voilà, super. Bonjour. Bonjour Anita. C'est Rada. Anita essaie de se reconnecter, alors elle va nous rejoindre maintenant parce qu'il y a eu un problème de connexion au centre, mais on a pu suivre toutes les présentations. Donc, pour la suite de ce qui a été fait durant ces années de confinement, je peux dire qu'actuellement, on accueille les enfants 3 jours par semaine et 2 jours de travail à distance. Donc, on reste dans les 2 systèmes d'accompagnement et de travail éducatif. Ceci maintenant suite à la situation de notre pays. Donc, on ne peut pas ouvrir 5 jours par semaine vu toutes les circonstances, l'électricité, les problèmes de transport, les problèmes de transport et tous les problèmes associés. Donc, la prise. Une seconde. Amène le livre. Pardon, parce qu'on essayait de se connecter dans notre écran et il y a le parasite maintenant. Donc, on va continuer avec les enfants et jeunes et adultes cette année pour 3 jours par semaine un travail en présentiel, 2 jours par semaine un travail à distance en utilisant tous les moyens déjà cités et déjà créés durant ces 2 années pour essayer d'assurer tous les besoins des enfants. Donc, c'est Anita qui nous rejoint. Je vais essayer de continuer. Et puis, dans l'accompagnement en présentiel et l'éducation en présentiel avec les enfants, on va continuer à utiliser tous les outils. Donc, il est très important que les enfants puissent vraiment faire les activités ou bien faire les fiches de travail
par exemple, sur Nearpod, même si on est en classe. Ça peut aider dans les fiches d'application ou bien dans lorsque l'enfant peut regarder une vidéo descriptive, par exemple, sur un thème spécifique, ou bien pour essayer de remplir des moments et vraiment s'entraîner à remplir des moments qui sont où il n'est pas actif, où il n'a pas grand-chose à faire, parce que c'est une chose qui se passe toujours à la maison, même les après-midi, et vraiment, ils doivent avoir la capacité à s'occuper seuls de quelque chose qui leur donne un plus. Je vais seulement dire à Anita ce que j'ai expliqué jusqu'à présent pour qu'elle continue. Donc, j'ai dit que nous allons… Tu as répondu à la question. Oui, je suis encore en train de continuer. Donc, on va continuer avec 2 jours par semaine travail à distance. On va continuer à utiliser les moyens et les outils que nous avons créés même durant les apprentissages en présentiel, mais je donnais seulement l'exemple du Nearpod. OK. Salut tout le monde. Donc, salut du Liban. J'ai lu votre question concernant la stratégie d'apprentissage qu'on vise poursuivre pour les années à venir. En principe, en tant qu'équipe interdisciplinaire à CESOBEL, et vu le contexte libanais qui est assez difficile à l'étape actuelle, on a été obligé pour cette année de travailler à distance 2 jours par semaine et 3 jours par semaine en présentiel au centre. Donc, à partir du 4 octobre, on va accueillir les enfants à raison de 3 jours par semaine et on va poursuivre le travail de l'éducation à distance autant que possible si les coupures de l'électricité et l'Internet nous permettent de le faire. Mais toujours, on ne baisse pas les bras, même malgré les difficultés, on poursuit le travail. Par rapport, stratégiquement parlant, oui, on ne va pas, une fois l'éducation à distance se termine et on recommence l'accueil complet des enfants à CESOBEL à raison de 5 jours par semaine, on va pas non plus ne plus utiliser les outils numériques, au contraire, parce que en utilisant les outils numériques, on a pu vraiment voir à quel point ces outils ont aidé les enfants à être plus motivés, ont impliqué les parents dans l'apprentissage de leurs enfants et même si on est au centre, ces outils ont rendu l'apprentissage interactif. Donc, que ce soit avec les tableaux interactifs, l'Interactive Board et le logiciel Active Inspire, que ce soit avec Nearpod et toutes les gratifications que les enfants aient à la fin de l'exécution d'un exercice. Il y a le bravo, il y a l'encouragement, les applaudissements pour l'enfant. Donc, ça, c'est important pour lui. Et troisièmement, c'est important aussi pour les éducateurs, parce que les éducateurs, en utilisant les outils numériques, ils ont senti que les séances sont aussi plus motivantes pour eux, pour les enfants et pour les parents. Donc, tablettes, tableaux interactifs, les logiciels, on va poursuivre le travail sur le numérique. Qui est adapté aux enfants qui n'ont pas de capacité. Tu peux répondre. On est à 4, donc, mais est-ce que, excusez-nous. De même, le numérique, il est adapté aux enfants qui n'ont pas les capacités d'utiliser le crayon ou bien de lire, d'écrire. Alors, on utilise les tablettes et le PC et tous les programmes qu'a déjà cité Anita. Alors, il est nécessaire et primordial pour les enfants atteints de motricité d'utiliser le numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Chloé, est-ce que tu veux répondre pour un enfant par la main rapidement? Il y a une autre question qui vous est également adressée, ou alors je ne sais pas si c'est toi Chloé ou Moussa, pardon. Avez-vous mis en place un mode d'évaluation pédagogique des enseignants et des élèves? Ça, c'est pour le projet Un enfant par la main. Si vous pouvez répondre en 3 minutes, 2-3 minutes, ce serait super. Merci beaucoup, merci Marine. Oui, pour la première question, je crois que c'est clairement pris en compte dans le libellé même de l'objectif.
Parce que dans l'objectif, on parle d'accompagner le gouvernement dans le développement de stratégies pour faire face maintenant aux crises de la COVID et même au-delà donc de la crise de la COVID. Ce qui veut dire nous avons pris en compte cette dimension-là. Et vous savez, dans les pays comme le Sénégal, avec les grèves cycliques, ce qui veut dire les élèves sont constamment à la maison parce que les enseignants sont absents des classes à cause des grèves. Et actuellement, à partir des données du projet, à partir des résultats que nous avons obtenus, nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès des collectivités territoriales. Nous l'avons dit tout de suite, l'éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Du coup, c'est de la responsabilité des collectivités territoriales aussi de travailler à ce que les enfants aient accès donc à une éducation à tout moment, à tout temps. Et on a vu aussi avec les autorités que c'était un bon outil aussi pour permettre aux élèves en classe d'examen de pouvoir aussi renforcer leur connaissance et de pouvoir faire aussi des cours à la maison. Donc, nous sommes en train de faire ce plaidoyer avec les collectivités. On est en train de faire le plaidoyer avec le ministère de l'Éducation nationale pour vraiment le passage à l'échelle de cette stratégie-là. Et aussi à l'interne, nous avons déjà acquis encore un certain nombre d'outils, des tablettes, etc., qui vont être distribués aux élèves en classe d'examen pour leur permettre donc de travailler et de pouvoir améliorer leurs connaissances et leurs performances pour pouvoir faire face aux examens. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de faire. L'autre aspect par rapport au suivi, c'était de la responsabilité de l'inspection de l'éducation et de la formation de Diourbel, d'assurer ce suivi. Et il y a un suivi qui était fait au niveau des élèves pour s'assurer que les enseignants étaient en train de faire le travail pour lequel ils étaient engagés. Et aussi, il y a des réunions périodiques, des réunions mensuelles que l'IEF, le ministère de l'inspection de l'éducation et de la formation, tenait avec les enseignants qui sont impliqués, avec les directeurs d'école, pour faire la situation, pour faire le soin et le point sur la situation par rapport donc à ce projet-là. Donc, le suivi était correctement assuré par les autorités éducatives, en collaboration aussi avec des relais sur le terrain qui faisaient le suivi auprès des enfants pour voir exactement est-ce que les enfants étaient en train de faire les cours, est-ce que les enfants aient bénéficié d'un encadrement via la plateforme des enseignants qui étaient désignés pour faire ce travail-là. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme réponse. Merci beaucoup, Moussa. Du coup, on a plusieurs questions sur Bibliothèque sans frontières. Alors, on a une question un peu sur l'articulation des dispositifs de BSF et la complémentarité avec les espaces pédagogiques en ligne et l'école. Et ensuite, on a une question sur comment sont élaborés et validés les contenus. Sont-ils partagés en amont avec les autorités éducatives et sont-ils adaptés au contexte local? Et enfin, une dernière question sur les box, si elles sont diffusées dans les zones à risque et si oui, quelle gestion des risques pour les enseignants? Voilà. Je ne sais pas qui souhaite répondre à ces trois questions au nom de BSF. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, on va essayer de répondre effectivement à ces trois questions. La première qui concerne effectivement le lien entre les centres jeunes et les réseaux scolaires qui me semble surprendre un petit peu. En réalité, cette disponibilité sur un même terrain entre un centre jeune et un réseau scolaire n'est pas du tout systématique. En revanche, quand c'est possible, effectivement, ce lien est vraiment très complémentaire, voire supplémentaire, en fait, puisque au sein des réseaux scolaires n'existe pas toujours le contenu
les contenus qui sont mis à disposition au niveau des Ideas Box ou des Ideas Cubes qui sont au niveau des centres jeunes. Et ça reste toujours un lien qui est complémentaire à viser vraiment de renforcement et d'appui supplémentaire. Pour la deuxième question qui concerne l'identification des contenus, à savoir comment sont-ils élaborés, validés, est-ce qu'ils sont partagés en amont avec les autorités éducatives et adaptés au contexte local. Donc, l'identification des besoins en contenu se fait avec les partenaires et les bénéficiaires directement sur base de contenus qui sont disponibles au sein d'une très large bibliothèque numérique et physique, sont identifiés, sont proposés des premiers contenus. Et cette stratégie documentaire, en réalité, est partagée avec les partenaires du projet, les autorités, les bénéficiaires, pour vérifier que cette proposition correspond bien à leurs besoins. Elle est complétée. D'autres recherches sont éventuellement nécessaires pour pouvoir les compléter, voire même la création d'autres contenus, comme par exemple des petites capsules vidéo supplémentaires qui permettent de renforcer, de compléter ces contenus. Et l'ensemble de ces contenus sont validés lors d'un atelier qui est formel. L'ensemble des contenus sont présentés et validés donc en collaboration directe avec les autorités centrales, mais aussi les autorités décentralisées, les partenaires, les bénéficiaires. Donc, les contenus sont tout à fait adaptés et répondent aux besoins directement des bénéficiaires, et ce, adaptés au contexte local et à la langue locale, dans la mesure des possibilités. Si ce n'est pas disponible tel quel, on essaie tant que possible de pouvoir assurer une traduction en langage local, que ce soit aussi bien approprié par les bénéficiaires. Et à la troisième question qui concernait la mise en place de box dans les zones les plus à risque, est-ce qu'il y a un risque et quels sont les retours des enseignants? En fait, pardon, que ce soit au niveau des enseignants ou même des équipes d'animation des centres jeunes, chacun d'entre eux bénéficie d'une formation initiale, de formation continue par nos équipes de BSF, et donc ne se retrouvent jamais seuls face à l'outil ou face au contenu, mais sont toujours accompagnés dans la mise en œuvre de cet outil. Donc pour toute question technique, mais aussi de médiation et de mise en lien directement auprès du public cible, les équipes d'animation des professeurs restent encadrées. Alors, j'aimerais ajouter sur ce que Sabine était en train de dire à propos du déploiement des box ou bien des Ideas Cubes dans les zones les plus à risque. Au tout début, les animateurs ou bien les utilisateurs de ces outils reçoivent une formation initiale et aussi un accompagnement très rapproché des équipes des animateurs de BSF. Et puis, ils reçoivent une partie où ils sont formés sur comment utiliser l'outil dans les zones à risque, aussi comment gérer les éventuelles demandes ou bien risques qui sont sur terrain, par exemple, s'il y a des situations un peu compliquées au niveau politique ou bien des relations qui sont un peu fragiles avec les autorités locales, bien même la communauté. Ils reçoivent des formations et bien des instructions et des accompagnements via l'équipe de BSF sur comment se comporter et comment réagir face à ces situations. Je ne sais pas si on a pu être... Allô? Oui, on vous a très bien entendu. Merci beaucoup, Sabine. Il nous reste 1 minute s'il y a une dernière question avant de passer la parole à Jean Miura. Est-ce qu'il y a une dernière question ou commentaire ou réaction à une dernière question? Mieux comprendre si un mécanisme de protection est mis en place, enjeu sécuritaire lié au vol car objet de valeur. C'est une question pour BSF, c'est à l'attention de quel projet? BSF.
Peut-être Sabine, si tu veux répondre rapidement avant qu'on clôture la réunion. Oui, donc en fait, le matériel est doté directement à des structures qui sont étatiques, donc les centres jeunes au niveau des communes, au niveau des réseaux scolaires. Et les équipes sont directement en charge et en responsabilité de ce matériel. Et donc, il y a un appui et un investissement très fort des autorités locales qui sont très, très conscients de la valeur de ce matériel. Vraiment, il y a plus que tous les éléments nécessaires pour en assurer la sécurité. Savent que c'est un matériel qui est disponibilisé, qui est accompagné dans le cadre du projet, mais qui aussi, par la suite, sera leur matériel. Donc, ils ont vraiment cette appropriation très forte tout au long de la mise en œuvre du projet, vraiment de pouvoir assurer cette sérénité. Merci beaucoup. Du coup, Jean, la parole est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jean Mira, je suis responsable de la division numérique de l'Agence française de développement. Et je vous ai écouté ce matin avec les oreilles d'un banquier. Pourquoi? Parce que donc, dans l'activité de l'Agence française de développement, il y a certainement, vous la connaissez, cette partie de l'activité qui est la distribution de subventions pour financer des projets tels que ceux qu'on a vus ce matin. C'est une activité qui permet de faire émerger des choses passionnantes. Enfin, moi, j'ai été passionné par la présentation de ces projets, par leur diversité, par la qualité de tout ce que vous avez rapporté comme expérience et comme leçon qui mérite d'être partagée. Mais dans le modèle économique de l'AFD, dans notre manière de faire du développement, il y a une activité qui prend une ampleur encore plus grande dans le nombre de personnes qui travaillent à l'AFD et dans tout ce que l'on fait, qui est l'activité bancaire. Et la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle l'AFD a cette activité bancaire, c'est pour essayer de faire passer à très grande échelle les expériences un petit peu d'orfèvrerie, de qualité, telles que celles que peuvent mener les organisations de la société civile. Comment faire en sorte que ces choses qui parfois sont petites, pour quelques dizaines d'enfants, quelques centaines d'enfants, parfois qui sont montés à l'échelle de quelques milliers ou dizaines de milliers d'enfants, puissent être mises à la disposition de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions d'enfants. Et donc, le choix dans le fonctionnement de l'AFD, c'est de dire on intervient en tant que banque à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire à l'échelle des autorités nationales, parfois à une échelle régionale, en proposant des prêts, en disant finalement on peut mobiliser des sommes d'argent beaucoup plus importantes sous forme d'un prêt que sous forme d'un don. Et donc la question que je me posais en vous écoutant, c'est comment peut-on, nous, en tant que banque de développement, banque publique de développement, en dialogue avec des gouvernements, préparer le terrain et faire en sorte que ces projets puissent passer à très grande échelle avec des logiques de financement qui vont plutôt s'appuyer sur des instruments financiers de type bancaire. On a commencé à accumuler une certaine expérience à travers ces 3 projets, mais à travers aussi d'autres projets, d'autres activités sur le numérique en éducation, qui nous ont permis de repérer un certain nombre de points communs, de critères importants pour nous permettre de dialoguer au niveau national et préparer le terrain et faire en sorte que ce type de projet puisse devenir des éléments de politique publique. Les premiers points communs qu'on a repérés et que l'on se donne dans une stratégie du numérique pour l'éducation, c'est de porter notre attention sur la qualité de l'accès à l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité sur les territoires sur lesquels on voudrait déployer du numérique en éducation, on va être bien embêté. Donc, est-ce qu'il faut qu'on focalise sur tel pays plutôt d'abord un travail préalable autour de l'électrification? Ensuite, l'accès à la connectivité du numérique, les infrastructures de télécommunication qui permettent d'accéder à Internet, même si on sait qu'il y a aussi des solutions pour faire du numérique en éducation avec des solutions déconnectées, on sait que ça existe, mais la plupart des solutions qui sont envisagées nécessitent un accès à Internet. Comment fait-on pour aller servir des publics en zone rurale ou en zone mal connectée? Est-ce que ça doit être un préalable, un prérequis, ou en tout cas, où mettons les pieds dans le dialogue avec un État en matière d'accès à la connectivité? D'autres critères vont porter sur des aspects plus de contenu ou d'orientation des projets et des politiques publiques. Par exemple, y a-t-il un axe particulier qui est mis en avant sur l'inclusion des filles et des femmes dans ces logiques d'éducation ou
formation pour avoir une meilleure équité dans l'éducation. Est-ce que le numérique joue un rôle particulier? Ça, c'est un autre point d'attention que l'on a. Et enfin, dernier point d'attention qui est assez évident à formuler, mais qui n'est pas évident à financer, c'est quel est le modèle économique du projet? Est-ce que le projet tient la route sur le plan de la faisabilité? Un autre point qui a été signalé dans certains des projets ce matin et qui, à grande échelle, devient très problématique et nécessite une conception particulière de nos projets de prêt, de financement, c'est celle de la formation des professionnels. Donc, dispose-t-on d'assez de médiateurs, d'enseignants qui sont formés? Les décideurs de politique publique eux-mêmes sont-ils suffisamment formés, sensibilisés? Quand on est dans l'élaboration d'une stratégie nationale sur le numérique en éducation, est-ce que cette question du numérique en éducation est vraiment mise à l'agenda au bon niveau? Donc, est-ce qu'on a un effort préalable de dialogue de politique publique à faire pour placer au bon niveau des autorités et de leur réflexion cette question? Et est-ce que les institutions en charge de l'éducation, les institutions en charge également du numérique, ont une capacité organisationnelle suffisante pour pouvoir porter des initiatives innovantes de ce type-là à grande échelle? Donc, tout un questionnement que l'on élabore, qui s'élabore au fil du temps, qui se renforce et qui nous permet d'aborder des dialogues avec des États en posant les bonnes questions des prérequis et ensuite de se dire, ben voilà, si tous ces éléments, si toutes ces conditions sont réunies, comment va-t-on porter donc des initiatives de la société civile pour en faire des éléments de politique publique? Ça, c'est, je dirais, dans le meilleur des cas. Mais ce qui me marque également dans les exposés de ce matin, c'est le caractère parfois évident de la raison pour laquelle on veut faire du numérique en éducation. Le Covid a été évoqué à plusieurs reprises et c'est vrai que le Covid a permis de mettre en avant, pas que dans le domaine de l'éducation, mais de mettre en avant dans tout un tas de secteurs d'activité du quotidien, dans la vie et dans les activités économiques, tout l'intérêt du numérique pour avoir une continuité de l'activité. Mais j'ai l'impression malgré tout que on ne sait pas encore très très bien dire pourquoi on veut faire du numérique en éducation. On sait le dire par rapport à des publics spécifiques. Sur l'accessibilité pour les enfants en situation de handicap, il y a des choses qui vont paraître des évidences. Mais quand on veut le dire à l'échelle d'un État, les évidences ne suffisent pas et c'est très important qu'on puisse s'appuyer sur l'expérience d'organisation de la société civile pour formuler des plaidoyers qui soient clairs. Et quand, dans un dialogue avec des chefs d'État, se pose la question de la priorité de mettre du numérique en éducation versus le numérique en santé, ou versus tout simplement la sécurisation de l'approvisionnement alimentaire dans le pays, le numérique en éducation peut très vite être noyé et perçu comme un gadget, comme quelque chose qui est un nice to have, comme diraient les anglophones, quelque chose de décoratif ou de marginal qui doit rester petit, du domaine des ESC, dit de manière un peu dédaigneuse en disant, voilà, on donnera un petit peu d'argent en subvention et puis ça suffira. Non, si on veut vraiment mettre le numérique au cœur des politiques nationales en éducation, quels sont les arguments vraiment clés? Moi, j'en retiens un, mais sur lequel j'ai l'impression qu'il y a encore un travail à faire ensemble pour arriver à le faire mûrir, c'est celui de la démographie, c'est-à-dire dans un pays dans lequel la moitié de la population est composée d'enfants de différents âges. Est-ce que le numérique a un rôle particulier à jouer pour pouvoir rendre l'éducation accessible? L'intuition, c'est que oui. Mais comment fait-on pour passer du domaine de l'intuition et de la conviction des organisations qui font du plaidoyer à un domaine dans lequel c'est une conviction qui est inévitable et qui est partagée par toutes les autorités de tous les secteurs, y compris ceux qui sont ni dans le numérique ni dans l'éducation, du fait que ça doit devenir une priorité. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire qui reste nécessaire et que tout le monde est loin d'être convaincu. Donc voilà, merci beaucoup pour ce travail et continuons à travailler ensemble sur toutes ces questions qui sont vraiment multiples, complexes, et avec lesquelles vous réussissez avec brio à faire des choses extraordinaires. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jean, pour cette présentation. C'était très intéressant. Et voilà, un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à ce champion de l'éducation. Juste pour vous rappeler, le prochain rendez-vous, c'est le 22 novembre. C'est sur éducation et personnes déplacées. Donc, si vous souhaitez présenter un programme, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Philippe.
Et voilà, encore un immense merci et une très belle journée à tout le monde. Et on vous partage l'enregistrement vidéo ainsi que toutes les présentations très rapidement. Merci beaucoup.